Mon fils était dans le coma après un accident de bateau, et j'ai supplié mes parents de garder mes plus jeunes enfants pour une nuit. Ils ont refusé. J'ai appelé mon frère. Il a dit, débrouille-toi tout seul. 18 jours plus tard, j'ai enterré mon fils. Une semaine après les funérailles, mes parents ont frappé à ma porte, demandant à parler. Puis, une voiture s'est arrêtée derrière eux, ce qui a fait pâlir mon père. L'hôpital m'a remis ses affaires dans un sac en plastique. Il l'avait scellé au poste des infirmières, et l'avait posé sur le comptoir, comme s'il s'agissait d'un objet trouvé. Une chemise, une seule basket, un bracelet de montre en silicone qu'ils avaient coupé à son poignet. Et, pliée à l'intérieur de la poche avant de son jean, si plate qu'elle n'était presque rien, se trouvait une carte de sécurité plastifiée de la marina. Le genre de carte qu'il distribue sur le quai, juste avant d'embarquer. Cody l'avait pliée en 4, ce matin-là, avant de quitter la maison. Il l'avait fourrée dans sa poche, en me disant qu'il la lirait sur l'eau, comme on lit une carte de sécurité dans un avion. Comme si tout cela était drôle. Comme si un garçon de 16 ans avait tout le temps du monde devant lui, pour apprendre tout ce qu'il n'avait pas encore eu le temps de découvrir. J'ai gardé ce sac sur la table de la cuisine, pendant 3 jours après l'enterrement, avant de trouver la force de l'ouvrir. Quand je l'ai enfin fait, j'ai rangé la carte de sécurité dans le tiroir de mon bureau, et je l'ai fermée, sans jamais la regarder à nouveau. Non pas parce que je ne pouvais pas la regarder, mais parce que je n'étais pas encore prêt à l'utiliser. Et, dans mon métier, on ne ramasse pas un objet tant que l'on ne sait pas exactement ce que l'on va en faire. Mon travail, celui que j'occupe depuis 9 ans dans une compagnie d'assurance maritime, consiste à tirer sur les fils pour démêler les accidents. À chaque fois qu'un bateau coule, à chaque fois qu'un jet ski heurte un nageur dans une zone sans sillage, à chaque fois qu'un navire de location s'échoue en plein jour et que le propriétaire prétend ignorer comment c'est arrivé, quelqu'un comme moi ouvre un dossier. Et cette personne commence à poser les questions que d'autres préféreraient laisser sans réponse. Je retrace les antécédents des pilotes, les dossiers d'infraction, les incidents antérieurs, les lettres de moralité soumises, et les chaînes de licence commerciale. Je découvre ce qui s'est passé avant le drame. Pas pendant, mais avant. Car c'est toujours là que se trouve la véritable histoire. Avant l'impact, avant le coup de téléphone, avant le sac en plastique sur le comptoir. Je suis doué dans mon métier. 9 ans d'expérience, des centaines de dossiers. Il n'y a pas eu une seule affaire où la trace écrite n'a pas révélé bien plus de choses que ce que les personnes impliquées étaient prêtes à avouer. Seulement, je n'aurais jamais pensé devoir appliquer ce processus à ma propre famille. Si vous avez un jour consulté un registre public, pour y trouver la signature de votre propre père à un endroit où elle n'aurait jamais dû exister, vous connaissez la texture si particulière de ce silence. Ce n'est ni de la colère, ni du choc. C'est quelque chose de plus froid, de plus réfléchi. Un peu comme une pièce où quelqu'un vient tout juste de couper le chauffage, et dont les murs n'ont pas encore eu le temps de refroidir. Je suis resté assis, imprégné de ce silence, pendant environ 60 secondes la première fois que je l'ai trouvé. Je les ai comptés. Puis, j'ai continué à travailler. Et, si vous voulez comprendre comment un homme se retrouve dans un dossier réglementaire fédéral, lié à la mort de son propre petit-fils, tout cela à cause d'un document qu'il a choisi de signer, restez avec moi. Je vais vous en détailler chaque élément. L'appel est arrivé un mardi après-midi, en mai. J'étais à mon bureau, en train de terminer des notes sur un dossier de subrogation, quand mon téléphone s'est illuminé avec le numéro de Lena. Elle n'appelait presque jamais pendant mes heures de travail. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Elle a prononcé le nom de Cody. Elle a parlé du lac. Elle a dit le mot « ambulance ». Sa voix avait une intonation que je ne lui avais jamais connue. Ce n'était pas de la panique, ce n'était pas des pleurs. C'était quelque chose de plus plat, et de bien plus terrifiant que ces deux choses réunies. J'avais déjà mes clés à la main avant même qu'elle ait fini de parler. Cody était parti sur l'eau, ce matin-là, avec un homme nommé Stanton Brigg. Stanton pilotait un bateau à moteur de plaisance, depuis une marina située à 40 minutes de chez nous. Mon frère, Félix, avait offert à Cody ce qu'il appelait une expérience d'équipage, en guise de cadeau pour son anniversaire à venir. Il avait coordonné cette sortie par l'intermédiaire de mon père, Rupert. C'est mon père qui avait transmis l'idée directement à Cody, en la lui présentant comme un cadeau. J'étais au courant de cette excursion depuis 2 semaines. Je ne m'y étais pas opposé, car personne ne m'avait donné de raison de le faire.
Cette dernière phrase est d'ailleurs celle que j'ai le plus ressassée au cours des mois qui ont suivi. Je n'avais aucune raison de m'y opposer, parce que personne ne m'en avait fourni une. Et cela n'avait rien d'un accident. À l'hôpital, le médecin traitant m'a expliqué que Cody avait subi un traumatisme crânien, lorsque le bateau avait heurté une balise de chenal partiellement immergée, à grande vitesse. Le choc l'avait projeté contre la coque. Il était resté dans l'eau pendant environ 4 minutes, avant que Stanton ne parvienne à le hisser à bord. Il respirait encore à l'arrivée des ambulanciers. Mais il était déjà dans le coma lorsqu'ils ont atteint les soins intensifs. Je me suis assis dans le couloir, sur une chaise en plastique, et j'ai appelé mon père. Le téléphone a sonné 4 fois. C'est ma mère, Gwen, qui a répondu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il vienne à la maison ce soir-là, pour garder Petra et Miles, âgés de 9 et 7 ans. J'ai expliqué que Lena et moi refusions de quitter l'hôpital, et qu'il n'y avait absolument personne d'autre. Gwen a dit « Oh, Dorian ». Il y a eu une pause. Un silence qui s'est étiré pendant plusieurs secondes de trop. Nous avons déjà des projets pour le week-end. Ton père a le dîner du Rotary vendredi, et nous voyons les Henderson samedi. Nous pensions que Cody serait rentré d'ici là, et il est dans le coma, maman. Une nouvelle pause. Laisse-moi parler à ton père. Elle est revenue 3 minutes plus tard. La réponse était non. Ils étaient désolés. Ils ont prétendu que le personnel de l'hôpital nous aiderait. Ils ont promis qu'ils appelleraient pour prendre des nouvelles. J'ai appelé Félix immédiatement après. Il a décroché à la première sonnerie. Ouais, j'ai appris, a-t-il dit. C'est dur. J'ai besoin que tu gardes les enfants ce soir. Je n'ai personne d'autre. Je ne peux pas tout laisser tomber, Dorian. J'ai le magasin. Ton neveu est dans le coma. Je sais, mec. Je suis désolé, mais tu vas devoir te débrouiller tout seul. Comme tu le fais toujours. Et il a raccroché. Je veux vous décrire ce que l'on ressent à cet instant précis. Pas la colère, car elle est venue plus tard. Je veux parler de la sensation particulière de se tenir dans un couloir d'hôpital, avec le ronronnement de la ventilation au-dessus de sa tête, en écoutant une tonalité de fin d'appel là où se trouvait la voix de son frère. C'est comprendre, avec une lucidité absolue, que l'on est seul, à un point que l'on ne s'était jamais permis d'imaginer auparavant. Cette prise de conscience ne vous ébranle pas brusquement. Elle s'infiltre en vous, s'y installe, et ne vous quitte plus. J'ai appelé notre voisine, Bev Astrandé. Âgée de 61 ans, institutrice à la retraite, elle connaissait Petra depuis sa naissance. Bev est arrivée dans l'heure. Elle est restée avec eux pendant 11 jours. Je lui ai payé 1400 €, car elle refusait de l'accepter comme un cadeau, n'acceptant qu'un arrangement équitable. Et c'est une chose que je respectais profondément chez elle. C'est Bev qui a expliqué la situation à Petra et à Miles. Elle a utilisé des mots qui étaient honnêtes, sans pour autant leur imposer un poids trop lourd pour des enfants. C'est elle qui a forcé Miles à prendre son petit déjeuner, ces matins où il affirmait ne pas avoir faim. C'est elle qui s'est assise devant la porte de Petra, lors de la 3e nuit, quand ma fille a pleuré pour la première fois depuis l'accident. Elle n'est pas entrée dans la chambre. Elle s'est simplement adossée au mur du couloir, et elle est restée là jusqu'à ce que les larmes cessent. Elle ne m'a posé aucune question à ce sujet. Elle a simplement géré la situation, et m'en a brièvement fait part plus tard, juste pour que je sois au courant. Je lui ai versé 1400 €, et ce n'était pas suffisant. Nous le savions tous les deux. Elle ne l'a pas formulé à voix haute. Moi non plus. Car certaines dettes ne peuvent pas se chiffrer. J'ai failli rappeler mes parents cette nuit-là. Le numéro de mon père était affiché sur l'écran. Je l'ai gardé en main pendant 40 secondes. Puis, j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Pas parce que j'étais trop blessé pour parler, mais parce que quelque chose sonnait faux dans la nature même de leur refus. Le dîner du Rotary, les Henderson. La précision glaçante de ces excuses, formulées bien trop rapidement pour une famille qui venait tout juste d'apprendre que son petit-fils était dans le coma. Les gens qui sont pris de court cherchent à aider. Ceux qui ont déjà commencé à instaurer une distance, eux, se réfugient derrière la logistique. J'avais passé 9 ans de ma vie à apprendre à lire entre les lignes d'une histoire, et d'un dossier officiel. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur le coin Reddit. Je suis Dorian.
Ce que je m'apprête à vous raconter a mis 18 jours pour atteindre son paroxysme. Il a fallu encore une semaine de plus, pour arriver au moment précis où une voiture s'est garée derrière mes parents, devant mon Porsche, et où le visage de mon père a pris la couleur du vieux béton. Je ne vais rien précipiter, car la chronologie des faits constitue ma preuve. 18 jours. Je ne vais pas décrire le temps passé à l'hôpital comme une simple atmosphère floue. Je veux vous raconter avec précision ce qui s'est déroulé durant ces 18 jours, parce que les détails forment l'essence même de cette histoire. Petra est venue à l'hôpital à 2 reprises. Elle a apporté un dessin du lac. Pas de l'accident, juste l'eau, un soleil, un ponton, et un bonhomme allumette avec le nom, Cody, debout tout au bout. Elle l'a collé sur le rebord de la fenêtre, à côté de son lit, à l'aide de 2 morceaux de sparadrap médical qu'une infirmière lui avait donné. Elle ne comprenait pas tout à fait pourquoi Cody ne bougeait pas. Je lui ai expliqué qu'il se reposait, d'une manière qui demandait beaucoup de temps. Elle a accepté cette réponse avec le pragmatisme d'une enfant de 9 ans. Une enfant qui a compris que les adultes donnent parfois des réponses incomplètes, pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises. Miles, quant à lui, a catégoriquement refusé de venir. Il s'asseyait sur le porche tous les soirs, lorsque je rentrais pour me doucher et me changer, et il me posait à chaque fois la même question. Est-ce qu'il est réveillé, maintenant? Et je répondais toujours, pas encore. Le 11e jour, il a arrêté de poser la question. Il s'est contenté de me regarder quand j'ai franchi le portail. Voir un enfant de 7 ans assimiler une chose pour laquelle il n'a pas encore les mots, est l'une des épreuves les plus difficiles auxquelles on puisse assister. Mes parents ont téléphoné 5 fois, au cours de ces 18 jours. Mon père a appelé à 2 reprises, et a prononcé la même phrase à chaque fois, tenez-nous au courant. Ma mère a appelé 3 fois. Elle a posé une question sur la salle d'attente des familles de l'hôpital, et a demandé par 2 fois si les médecins étaient compétents. Félix, lui, a envoyé un seul SMS. Pas de ponctuation, pas de relance. Un unique message en 18 jours, pour un neveu plongé dans le coma. Le 14e jour, Otto Reeves s'est rendu à l'hôpital, sans même prévenir. Otto est mon supérieur direct au cabinet. Il a 61 ans, et c'est le genre d'homme qui a appris que la présence compte bien plus que les mots. Il est resté assis dans la salle d'attente pendant 4 heures. Il avait apporté 2 cafés. Il n'a presque rien dit de tout ce temps. À un moment donné, vers la 3e heure, il a murmuré, « Dis-moi de quoi tu as besoin. » J'ai répondu que je ne le savais pas encore. Il a hoché la tête, et a terminé son café. À la fin des heures de visite, il s'est levé, et a posé une main sur mon épaule pendant environ 3 secondes. Puis, il est parti. C'était très exactement ce dont j'avais besoin. Le 18e jour, un mardi matin, le neurologue a demandé à nous rencontrer, Léna et moi. Nous l'avons compris dès notre arrivée, rien qu'au ton du personnel soignant. Au fond, nous le savions probablement depuis le dimanche. L'activité cérébrale déclinait depuis le 12e jour. La blessure était fatale, et il n'y avait aucune chance de survie. Plus aucune décision ne pouvait changer l'issue. Nous lui avons tenu les mains. Cody est décédé à 11h07, ce matin-là. Il avait 16 ans, 4 mois et 9 jours. Il pesait 67 kilos. Il avait un petit creux sur le menton, hérité de mon côté de la famille, et une façon de rire qui commençait lentement avant d'éclater d'un seul coup. Il avait prévu de passer son permis de conduire en octobre. Il avait économisé 47 €, rangés dans un bocal sur sa commode, pour s'acheter un casque audio qu'il étudiait depuis 3 semaines. Il avait un groupe de discussion avec 4 amis, à qui il envoyait des messages tous les jours. Il avait un professeur d'histoire qu'il appréciait, d'ailleurs le seul dont il parlait spontanément à l'heure du dîner. Il avait cette petite manie, quand il réfléchissait, de tapoter 2 doigts contre sa cuisse sans même s'en rendre compte. Quand je le voyais faire, je savais qu'il ne fallait rien lui demander pendant quelques minutes. Il n'avait jamais lu de carte de sécurité de bateau de sa vie, et il ne l'aurait jamais fait. C'était l'une des choses que j'aimais chez lui. Il croyait que les accidents, ça n'arrivait qu'aux autres. Il avait 16 ans. Il était tout à fait normal qu'il pense ainsi. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Mes parents sont venus. Félix est venu. Ils se sont tenus près de la tombe, arborant des expressions calmes et maîtrisées. Je me tenais en face d'eux, et j'ai senti quelque chose de glacial s'installer au fond de ma poitrine. Ce n'était pas du chagrin. Le chagrin était déjà partout,
et n'avait pas besoin de se fixer à un endroit précis. C'était plutôt cette question, celle qui attendait dans la poche de mon manteau depuis la nuit des appels téléphoniques. Elle attendait qu'il y ait suffisamment de lumière pour être lue. Mon père a essayé de me prendre à part après la cérémonie. Il a posé sa main sur mon bras et a commencé, « Dorian, nous voulons que tu saches. » « Pas aujourd'hui, ai-je coupé. » Il a hoché la tête. Il avait l'air soulagé. Il n'aurait pas dû l'être. Je suis retourné au travail 3 jours après l'enterrement. Je sais ce que l'on peut en penser. Ce n'était pas une question de productivité. C'était simplement le fait qu'un deuil sans direction se retourne contre soi-même, et cesse d'être utile. J'avais passé 9 ans de ma vie à apprendre comment donner une direction aux choses. Quand je suis entré dans le bureau, ce jeudi matin-là, Otto a levé les yeux de son écran. Il n'a rien dit, et a repris son travail. C'était très exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis assis à mon poste de travail. J'ai ouvert la base de données des incidents maritimes de la garde côtière, celle-là même que je consulte chaque semaine, en utilisant les mêmes identifiants professionnels dont je me sers depuis 9 ans. Et j'ai tapé le nom de Stanton Brigg. Je veux être très précis sur ce que j'étais en train de faire. Je n'agissais pas en dehors de mes attributions. Je ne faisais rien qui ne fasse partie de ma routine. J'ouvrais un dossier de la même manière que j'ouvre n'importe quel autre dossier. J'utilisais l'accès à la base de données professionnelle pour lequel je suis accrédité et sous contrat. La seule différence, cette fois, c'était la personne concernée par le dossier. L'infraction est apparue sur la 2e page des résultats. 8 mois avant l'accident, Stanton Brigg avait reçu une contravention officielle de la garde côtière. Les motifs étaient nombreux, conduite imprudente d'une embarcation, vitesse excessive dans une zone sans sillage, manquement à l'obligation de maintenir une surveillance adéquate, et quasi-collision avec un kayakiste sur une voie navigable publique. 2 témoins distincts avaient déposé une déclaration à l'époque. La contravention avait été traitée, puis inscrite au registre officiel. Son permis de navigation avait été signalé pour un examen réglementaire formel. Voici le point structurellement crucial dans cette affaire. Un examen de licence de la garde côtière, une fois déclenché, dure 30 jours, et peut aboutir à une suspension ou à une révocation pure et simple. Pendant cette période d'examen, un pilote a le droit de soumettre des lettres de moralité. Si les documents fournis sont jugés suffisants, l'agent chargé de l'examen a le pouvoir discrétionnaire de suspendre la sanction, en attendant une audience de réexamen. Ce pouvoir n'est pas théorique, il est bien réel. Il a d'ailleurs été exercé dans des dizaines de cas que j'ai personnellement étudiés, au cours de mes 9 années de carrière. L'examen de la licence de Stanton avait été initié en décembre. La suspension avait été levée en janvier. J'ai donc extrait le dossier des lettres de moralité. Il s'agit d'un registre public, accessible à tout enquêteur travaillant sur un dossier impliquant ce pilote. J'ai consulté des centaines de fichiers de ce genre. Je sais exactement ce que je lis, à l'instant même où j'en ouvre un. La lettre ne faisait qu'une page. Elle décrivait Stanton Brigg comme un pilote d'embarcation responsable, expérimenté, et jouissant d'une bonne réputation dans la communauté. Elle affirmait que l'infraction ne correspondait pas aux antécédents irréprochables du pilote. Enfin, elle demandait au comité d'examen de prendre en compte ses contributions à la communauté nautique locale, avant de prononcer une quelconque suspension. Le ton était mesuré, confiant. C'était clairement rédigé par quelqu'un qui comprenait parfaitement le résultat qu'il essayait d'obtenir. Tout en bas, juste au-dessus de la date du 14 janvier, figurait une signature. Le nom imprimé, ainsi que la signature, étaient ceux de Rupert Winslow. Mon propre père. Je suis resté planté là, à fixer ce nom, pendant 60 secondes. Je les ai comptés. Ensuite, j'ai ouvert le registre des entreprises de l'État, et j'ai tapé « H. Brigg Watercraft ». La société est apparue à l'écran en 4 secondes. Une société à responsabilité limitée, officiellement enregistrée 14 mois avant l'accident. Membre gérant, Félix Ashby, à 60%. Associé à 40%, Stanton Brigg. L'entreprise détenait un contrat commercial avec une chaîne de marina régionale, pour la location d'équipements et le stockage saisonnier. La grille tarifaire, jointe au dossier d'enregistrement, évaluait cet accord à 340 000 € par an. Avoir un pilote dûment licencié est une exigence contractuelle pour un accord de location commerciale en marina. Sans pilote qualifié inscrit au registre, la société ne peut tout simplement pas honorer son contrat.
La licence de Stanton constituait l'unique fondement opérationnel de l'entreprise de Félix. C'est mon père qui avait écrit la lettre permettant à Stanton de conserver sa licence. Le revenu annuel de 340 000 € de mon frère en dépendait entièrement. J'ai failli m'arrêter là. J'avais suffisamment d'éléments pour agir. Mes 9 années de travail sur le terrain m'ont appris une chose, le moment précis où vous pensez en avoir assez, est exactement celui où vous devez ralentir. C'est à cet instant qu'il faut chercher la pièce manquante du puzzle, celle que vous n'avez pas encore trouvée. Parce qu'il y a toujours une pièce supplémentaire, et c'est toujours elle qui explique tout ce qui l'a précédé. Je suis retourné dans le dossier des lettres de moralité. J'ai comparé la date de soumission avec le calendrier complet du processus d'examen. La division des licences de la garde côtière avait envoyé un avis formel à Stanton Brigg en décembre. Cet avis précisait que l'examen se poursuivrait sans lettre de moralité, à moins qu'une telle référence ne soit soumise avant le 31 janvier. Cet avis faisait partie intégrante du dossier réglementaire. C'était un document public. Mon père en avait reçu une copie. Son nom apparaissait sur la liste de diffusion, puisqu'il avait été enregistré comme personne de contact pour la référence morale, lors du dépôt initial de la procédure d'examen. Il savait donc que l'examen était en cours, bien avant d'écrire cette lettre. Il avait reçu une notification écrite, l'informant que la suspension serait appliquée en l'absence de son intervention. Il a quand même soumis sa lettre, 14 jours avant la date limite. Il n'a pas rédigé cette lettre par ignorance. Il l'a écrite en sachant très exactement ce qu'elle permettrait d'éviter. J'ai ensuite extrait le dossier de correspondance commerciale de la société, à partir du registre de partenariat de la Marina. C'est un ensemble de documents standards dans les affaires de licence commerciale, facilement accessible via le portail réglementaire. Dans un échange de courriel entre Stanton et Félix, daté de 5 semaines avant l'accident, j'ai trouvé une discussion concernant le planning de la saison d'exploitation printanière. La réponse de Félix contenait une phrase très claire, « C'est papa qui s'occupe de la coordination pour Cody. Ce devrait être le 9. Mon père a donc organisé ce voyage. Il a coordonné la sortie. Il a appelé son petit-fils de 16 ans, et lui a dit d'être à la Marina le 9 mai. Il savait parfaitement qui était Stanton Brigg. Il avait lu l'avis formel de l'examen. Il avait pris connaissance de l'infraction. Et pourtant, 4 mois après avoir signé une lettre qualifiant cet homme de pilote responsable et expérimenté, il a placé Cody sur son bateau. Je suis resté immobile un long moment, après avoir lu cette ligne. Autour de moi, le bureau résonnait de ses bruits habituels. Quelqu'un au bout du couloir passait un appel. Le système de ventilation faisait ce qu'il fait toujours. Et Otto tapait sur son clavier, à une dizaine de mètres de là. Otto est venu me voir vers 16 heures. Il a regardé mon écran. Puis, il m'a regardé. « Tu montes le dossier ?» a-t-il demandé. « Oui. » Il est retourné à son bureau. Il n'a pas demandé de détails, et il n'a fait aucun commentaire. C'est exactement à ça que ressemble un bon mentor. J'ai passé les 2 jours suivants à constituer le dossier, de la même manière que je prépare n'importe quel autre dossier. De façon chronologique, sourcée, et recoupée. Je n'y ai inclus absolument rien que je ne puisse prouver, grâce à un registre public ou à une base de données professionnelle. Le dossier d'infraction. La lettre de moralité. Le calendrier de la commission d'examen et la liste de diffusion. L'enregistrement de la société, avec l'échéancier du contrat annuel de 340 000 €. L'échange de courriel. Chaque pièce a été obtenue via mes accès professionnels. Chaque élément a été numéroté, fort de mes 9 années d'expérience en gestion des sinistres. J'ai monté des dossiers sur des inconnus, sur de grandes sociétés, ou encore sur des fraudes à l'assurance impliquant des bateaux qui valaient bien plus que ma propre maison. J'ai constitué des dossiers sur des pilotes qui avaient menti aux enquêteurs. Sur des propriétaires qui avaient mis en scène des accidents pour toucher le pactole. Et sur des entreprises qui enterraient les registres de sécurité, dans le seul but de protéger leurs primes. Mais pas une seule fois, en montant un dossier, je n'avais ressenti autre chose qu'une simple concentration professionnelle. Parce qu'un dossier n'a rien de personnel. Un dossier, c'est juste la description factuelle de ce qui s'est passé. Ce dossier-là, cependant, était différent. Pas parce qu'il me rendait plus en colère, ni plus prudent. Mais parce que chaque page que j'imprimais, révélait une chose que j'ignorais jusque-là. C'était une décision prise en mon absence.
Un risque accepté au nom de mon fils, par des personnes qui n'avaient absolument pas le droit de prendre un tel risque. Chaque page imprimée était une nouvelle variante de la même découverte sordide. Il savait. Il savait pertinemment, et il n'a rien dit. Aujourd'hui, Cody repose dans un cercueil fermé. Et Rupert Winslow se tient sur mon porche, pour m'expliquer que ce n'était qu'une simple question de paperasse. Le tableau financier était exposé très clairement. La société H. Brigg Watercraft générait 340 000 € par an, grâce au contrat avec la Marina. La part de 40% de Stanton s'élevait à 136 000 €. La part de 60% de Félix, quant à elle, atteignait 204 000 €. Et c'est la seule signature de mon père, au bas d'une lettre d'une page, qui avait rendu tout cela possible. De son côté, Bev Astrandé, qui a accompli le travail que mes parents avaient refusé de faire, a reçu 1 400 € de ma part pour 11 jours d'aide, car elle refusait tout autre arrangement. Ces chiffres figurent également dans le même dossier. Je les y ai mis délibérément. Pas pour un juge, mais pour moi-même. Pour tout voir réuni au même endroit, et pour comprendre très exactement ce que vaut une signature, aux yeux des personnes qui m'ont élevé. Le 6e jour après l'enterrement, j'ai appelé un grade Solis. Au fil des années, j'avais déjà référé 2 affaires à son cabinet. Elle est spécialisée dans les plaintes pour négligence maritime, et dans les litiges liés aux licences. Je lui ai dit que j'avais besoin de la voir. Elle m'a répondu, passez vendredi matin. J'ai déposé le dossier sur son bureau, dans l'ordre exact où je l'avais constitué. Elle a lu chaque page sans prononcer un mot. Quand elle a terminé, elle a levé les yeux. Il a organisé le voyage lui-même, a-t-elle constaté. Oui. Et la lettre de moralité est datée après l'avis d'examen formel. 14 jours après, a-t-elle ajouté, après une courte pause. Elle a baissé les yeux vers le dossier. Je peux déposer une plainte civile pour négligence contre Stanton Brigg au tribunal du comté. Je peux aussi déposer une plainte officielle auprès de la division des licences de la garde côtière, en citant l'infraction antérieure, l'irrégularité de la lettre de moralité. Et le lien commercial avec la société. Elle a reposé la lettre. Le nom de votre père apparaîtra dans le dossier de la garde côtière, en tant que garant moral. C'est un registre réglementaire public. Je sais qu'il n'est pas l'accusé, mais son nom et sa signature sont indissociables de la plainte. Je comprends ce que cela implique, ai-je répondu. Elle a alors attrapé un bloc-notes. C'était vendredi. Le samedi matin, je l'ai appelée, et je lui ai demandé de venir chez moi le lendemain à midi. Je lui ai expliqué que mes parents allaient arriver, et que j'avais besoin de sa présence. Elle m'a assuré qu'elle serait là. Ils ont remonté l'allée devant la maison, avec l'attitude de gens qui, quelque part pendant le trajet, avaient décidé que la conversation se déroulerait exactement comme ils l'avaient prévu. Mon père, dans sa chemise à col bleu, avançait de son pas mesuré habituel. Comme si le sol devait confirmer son poids, avant qu'il ne s'engage pleinement dans le pas suivant. Ma mère le suivait, les mains jointes devant elle. Elle arborait cette expression qu'elle réserve aux funérailles, et au rendez-vous avec des personnes qu'elle juge socialement inférieures, mais à qui elle est bien obligée de parler. Le regard doux, les lèvres légèrement pincées. C'était l'air d'une femme qui se prépare à recevoir une vague d'émotions, de la part de quelqu'un qu'elle pense pouvoir encore contrôler. J'étais assis sur les marches du porche d'entrée, lorsqu'ils ont franchi le portail. Je ne me suis pas levé. Rupert s'est arrêté en bas des marches, et il s'est raclé la gorge. Dorian, nous sommes venus pour parler de tout ça. Je n'ai rien répondu. Il a monté une marche. Je sais que nous aurions dû nous montrer plus flexibles, quand tu as appelé cette nuit-là. Ta mère et moi nous sommes tous les deux dit que nous aurions dû réorganiser nos plans. Il a fait une pause, et a regardé au-delà de moi, vers la porte d'entrée. Est-ce qu'on peut entrer? Non. Il a changé d'appui sur ses jambes. Gwen a émis un petit bruit derrière lui. Dorian, a dit ma mère. Sa voix était prudente, et bien rodée. Nous sommes toujours tes parents. Nous avons conduit jusqu'ici aujourd'hui, parce que nous t'aimons, et nous n'allons pas rester plantés sur un porche. Pouvons-nous, s'il te plaît, avoir une conversation en famille? C'est ce que nous sommes en train de faire, ai-je répondu. Et voilà à quoi cela ressemble, désormais. C'est alors que Rupert a eu une réaction, qui m'a tout dit du fardeau qu'il portait depuis 2 mois. Sa voix a baissé d'un ton. Il a fixé la rambarde du porche plutôt que moi, et a dit,
je dois aussi te dire quelque chose, avant que l'on aille plus loin. Je savais qu'il y avait eu un problème avec le dossier de Stanton. Un incident sur l'eau. Félix m'a assuré que ce n'était qu'une histoire de paperasse pour la licence. De l'administratif. Il m'a dit que c'était en cours de règlement, et que ce n'était rien de grave. Je n'ai pas pensé. Il s'est interrompu. Je veux que tu saches que je n'en ai jamais mesuré toute l'ampleur. Il était en train de passer aux aveux, avant même que je n'ai pu lui montrer le moindre document. Voilà ce que 2 mois à porter un tel secret font à une personne. Au moment précis où elle soupçonne que vous en connaissez toute la gravité, elle s'accroche désespérément à une version allégée de l'histoire. Et ce, avant même que vous n'ayez eu le temps de poser votre propre vérité sur la table. Je l'ai laissé terminer. Il a ajouté d'autres choses. Il a expliqué que Félix avait décrit l'infraction comme mineure. Qu'il n'avait aucune raison de croire que Stanton représentait un danger. Et qu'il n'aurait jamais, au grand jamais, organisé ce voyage s'il avait su ce que le dossier révélait réellement. Il parlait encore quand j'ai tendu le bras à côté de moi. J'ai ramassé la copie imprimée de sa lettre de moralité, et je l'ai posée sur la rambarde du Porsche, juste entre nous. Il s'est arrêté au beau milieu de sa phrase. Gwen s'est avancée. Rupert, qu'est-ce que c'est? La main de mon père s'est posée sur la rambarde. Ses doigts se sont refermés sur le bord. La couleur a déserté son visage. Pas de façon brutale. C'était juste une teinte terne, qui s'est répandue sur ses joues. Exactement comme la lumière s'estompe dans une pièce, lorsque le soleil tourne. Gwen s'est approchée un peu plus, et a lu l'en-tête. Elle a levé les yeux vers Rupert. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, Gwen, a balbutié Rupert. Ce n'est pas rien, ai-je corrigé. C'est une copie de la lettre de moralité que tu as soumise à la division des licences de la garde côtière, le 14 janvier. C'est un registre réglementaire public. Ton nom et ta signature sont en bas. La date inscrite est de 14 jours. Après que la division des licences t'a informé par écrit de la situation. Il t'avait prévenu que l'examen de Stanton était en cours, et que sa suspension serait prononcée si tu ne soumettais rien. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air un instant. Ils te l'ont dit par écrit. Et tu l'as quand même soumise. Rupert a ouvert la bouche. Dorian, j'ai écrit cette lettre uniquement parce que Félix me l'a demandé. C'est tout. Je ne comprenais pas ce qu'impliquait cet examen. Je ne suis pas un expert en réglementation. Je ne savais pas que cette lettre changerait quoi que ce soit. Tu as reçu l'avis par écrit, ai-je rétorqué. Ils t'ont expliqué très exactement ce que cette lettre allait provoquer. J'ai fait confiance au jugement de Félix. Sa voix gagnait en assurance, cherchant à s'accrocher à la seule version de l'histoire où il restait un homme raisonnable, n'ayant commis qu'une erreur de bonne foi. Il a dit que ce n'était rien. Il m'a certifié que Stanton était un bon pilote, et que cette infraction n'était qu'un mauvais jour. Ce n'est pas moi qui aurais dû être mieux informé. Je ne suis pas enquêteur maritime. Non, ai-je répondu. Moi, je le suis. Je me suis raclé la gorge. Et je te dis très exactement ce que dit le dossier. J'ai posé l'enregistrement de la société à côté de la lettre. Ashbridge Watercraft. Félix détient 60%. Stanton en détient 40%. Le contrat avec la Marina rapporte 340 000 € par an, et exige la présence d'un pilote licencié dans le registre d'exploitation de l'entreprise. Sans cette licence, le contrat ne peut tout simplement pas être honoré. J'ai posé l'échange de courriel par-dessus. Et Félix a organisé ce voyage d'anniversaire par ton intermédiaire. Ce sont ses propres mots, noir sur blanc. Le 9 mai, c'est papa qui s'occupe de la coordination pour Cody. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. C'est toi qui as tout organisé. Tu savais à quoi ressemblait le dossier réglementaire de Stanton. Tu lui as permis de garder sa licence. Et ensuite, tu as programmé la sortie de ton petit-fils sur son propre bateau. Rupert a secoué la tête. C'était un mouvement infime, à peine perceptible. Tu as déjà forgé ton opinion sur moi. Tu as apposé ta signature sur un document du registre fédéral, ai-je rétorqué. Je n'ai rien forgé du tout. Je n'ai fait que lire ce que tu as écrit. Gwen a émis un son pour lequel je n'ai pas de mots. Rupert a reculé d'un pas. Son pied n'a pas tout à fait trouvé la marche du dessous, et il s'est rattrapé à la rambarde.
Sa mâchoire se contractait. Ses jointures étaient devenues blanches, à force de s'agripper au bois. C'est à cet instant précis qu'une berline bleue foncée s'est garée sur le bord du trottoir, juste derrière leur voiture. Ingrid en est descendu, un porte-document en cuir sous le bras. Le nom du cabinet était imprimé sur la portière du conducteur, en lettres majuscules impeccables. Elle a remonté l'allée d'un pas mesuré, sans précipitation. C'était l'allure d'une professionnelle, qui a remis des documents difficiles à maintes reprises. Elle savait pertinemment que ce rythme lent, en soi, était déjà un message. Elle s'est arrêtée au pied des marches. Monsieur Winslow. Elle a fixé mon père. Je suis Ingrid Solis. Je représente Dorian Ashby. J'ai déposé une plainte civile pour négligence contre Stanton Brigg au tribunal civil du comté. J'ai également soumis une plainte formelle à la division des licences de la garde côtière, en faisant référence au dossier d'infraction antérieur. Au lien avec la société Ashby-Brigg, ainsi qu'à la soumission de la lettre de moralité. Elle lui a tendu un document. Ceci est une copie de courtoisie de la plainte concernant la licence. Votre nom apparaît dans la section 4, en tant que garant de moralité. Mon père a regardé le document, sans faire le moindre geste pour le prendre. Ce n'est pas ce que je voulais, a murmuré Rupert, doucement. Je sais, ai-je répondu. Mais c'est ce que tu as choisi. Ingrid a posé le papier sur la rambarde, à côté des autres dossiers, puis elle a reculé. De l'autre côté de la rue, Bev Astrandé avait arrêté d'arroser son jardin. Elle se tenait au bord de son allée, le tuyau toujours ouvert. L'eau s'étalait sur le trottoir en un lantarque sombre, pendant qu'elle observait silencieusement notre porche. Elle était restée 11 jours dans ma maison, et n'avait pas prononcé un seul mot sur ce qu'elle attendait en retour. Elle avait amplement gagné le droit d'assister à cette scène. Je me suis levé. Il y a 7 jours, sur ce même porche, tu m'as dit que j'avais passé 20 ans de ma vie à traquer les accidents des autres sur le papier. Ma voix ne s'est pas élevée. J'ai cité ces paroles exactes, tu as passé 20 ans à courir après des accidents sur des dossiers, Dorian. Et tu n'as même pas été capable d'empêcher ton propre fils de monter sur un bateau. Ne t'avise pas de ramener ça à nous. Je lui ai renvoyé ses propres mots, au même volume sonore qu'il avait utilisé. Le tout devant Ingrid, Gwen, et une voisine de l'autre côté de la rue, dont le tuyau d'arrosage coulait toujours. Je me souvenais de chaque syllabe. La bouche de Rupert s'est ouverte. L'homme qui traque les papiers a trouvé ta signature dans une base de données réglementaire fédérale, ai-je continué. L'homme qui traque les papiers a trouvé la société, a trouvé le contrat, a trouvé les emails. Et il a constitué un dossier complet et sourcé, qui est actuellement déposé dans 2 juridictions distinctes. Je l'ai fixé, sans faire le moindre pas vers lui. Chacune de ces pièces provient de registres publics, auxquels je suis professionnellement autorisé à accéder. Chaque élément est documenté, recoupé, et se trouve maintenant entre les mains d'Ingrid. Tu n'avais qu'un seul rôle dans cette histoire, papa. Tu as signé une lettre, et je l'ai trouvée. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle a cherché le bras de mon père. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer, ai-je annoncé, en m'adressant à eux deux. Félix a reçu une assignation à son magasin ce matin, par un huissier. La plainte civile désigne Stanton comme défendeur principal, et la société comme codéfendeur. Son avocat le conseillera sur la marche à suivre. Cela ne regarde plus que Félix et son conseiller. J'ai fait une pause. Entre vous et moi, notre arrangement prend fin aujourd'hui. Le versement trimestriel de 1 800 €, que je dépose sur votre compte commun depuis 4 ans, a été annulé ce matin. La participation que je verse pour l'assurance auto de papa, depuis que sa prime a augmenté il y a 3 ans, s'arrêtera à la fin de ce cycle de facturation. Quant au compte de livraison de courses, que j'ai ouvert pour vous l'année dernière, il sera résilié lundi. En cas d'urgence médicale, appelez le 911. Si vous avez besoin de conseils juridiques, engagez un avocat. Mais n'appelez plus cette maison. J'ai récupéré la lettre de moralité sur la rambarde. Tu as signé, et tu l'as remis sur l'eau. Papa, cette lettre est datée du 14 janvier. Cody y est allé le 9 mai. Tu savais. J'ai reposé la lettre. 23 mots. Je les avais notés dans la marge de mon carnet la veille au soir. Je savais que je ne les prononcerais qu'une seule fois, et je tenais à les dire correctement. La bouche de Rupert s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti, cette fois non plus.
Vous devriez partir, ai-je tranché. Tous les deux. Ma mère s'est tournée vers moi. Sa voix n'était presque plus une voix. Dorian, je t'en prie. Nous l'avons perdu, nous aussi. Cody était notre petit-fils. Je sais. Il n'y avait aucune colère dans ma réponse. Aucune cruauté non plus. C'était juste un simple fait. Et c'est moi qui ai découvert pourquoi. Je suis rentré, et j'ai fermé la porte. À travers la fenêtre du salon, j'ai regardé Ingrid échanger quelques mots professionnels avec mon père. Elle lui a tendu une carte de visite, avant de retourner à sa voiture. Mes parents sont restés plantés sur l'allée, pendant 1 minute et demie. Ils n'ont pas bougé, et ne se sont pas parlé. Mon père n'a plus jeté un seul regard vers la maison. Puis, ils ont rejoint leur voiture, et sont partis. Gwen a tenté une dernière approche. C'est exactement ce que font les gens lorsqu'ils n'ont plus aucun moyen de pression. 3 semaines après cette confrontation, elle a appelé Lena, un mardi soir. Elle lui a expliqué qu'elle voulait que Dorian comprenne que Rupert traversait une période difficile. Elle a répété que la famille devait rester unie, et elle a supplié Lena de l'aider. Elle a parlé pendant près de 7 minutes. Lena a écouté, sans l'interrompre une seule fois. Puis, elle a finalement répondu, « Gwen, j'ai lu la lettre. J'ai lu l'échange de courriels. Je n'ai absolument rien à vous offrir. » Elle a raccroché, et elle est venue me trouver dans le bureau. Elle tenait la carte de sécurité plastifiée. J'ignorais qu'elle savait où je la rangeais. Elle l'a brandie entre nous. Il aurait trouvé ça hilarant, a-t-elle dit. Lire une carte de sécurité de bateau, comme un agent de bord dans un avion. Il avait tellement d'humour pour ce genre de choses. Oui. Elle l'a reposée sur le bureau, et l'a contemplée un instant. Il l'était vraiment. J'ai failli ajouter quelque chose. Mais je me suis tue. Certaines choses n'ont pas besoin d'être formulées en phrases, pour avoir tout leur sens. Les conséquences ne se sont pas fait attendre, et elles sont arrivées comme c'est toujours le cas dans les affaires réglementaires et civiles, de manière séquentielle. Avec la lenteur et la patience des institutions. Pas lors d'une seule et unique après-midi dramatique. La division des licences de la garde côtière a ouvert une enquête officielle, concernant le permis de pilotage de Stanton Brigg. Le dossier faisait état de l'infraction antérieure, de l'irrégularité liée à la lettre de moralité, et de ses antécédents d'exploitation commerciale au sein de la société. Sa licence a été suspendue, dans l'attente des conclusions de l'enquête. Sans pilote qualifié inscrit au registre, la société H. Brigg Watercraft s'est retrouvée dans l'incapacité de remplir ses obligations, vis-à-vis du contrat avec la Marina. La chaîne de Marina a invoqué la clause de conformité opérationnelle, et a annulé l'accord. Félix a perdu 340 000 € de revenus annuels. Sa part de 204 000 € par an s'était évaporée. L'entreprise est devenue, de fait, une coquille vide. La plainte civile pour négligence d'Ingrid, déposée contre Stanton Brigg, a suivi le calendrier habituel des procédures. Ces affaires ne se règlent pas en une seule audience, ni en un seul mois. Elles avancent lentement, elles s'éternisent, et elles génèrent des dossiers qui, eux, n'ont pas de date d'expiration. J'ai suivi suffisamment d'affaires pour comprendre une chose, la trace écrite est bien souvent plus tenace que le verdict lui-même. Le nom de mon père figurait dans la plainte de la garde côtière, en tant que garant de moralité. Une connaissance commune, qui épluche régulièrement les dépôts réglementaires sur les registres publics, est tombée dessus. Cette personne a fini par informer le conseil des diacres de l'église de mes parents. On a alors demandé à mon père de se retirer de ses fonctions au sein du conseil, et ce, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Il s'est exécuté. Environ 3 semaines après notre affrontement, Rupert s'est assis à la table de la cuisine, dans la maison où j'ai grandi. Il a essayé de m'écrire une lettre. Gwen m'a raconté la scène, lors d'un appel que je n'ai pas immédiatement coupé. Il a écrit une première ligne. Il a quitté la table, et revenu 1 heure plus tard, a écrit une autre ligne, puis l'a raturée. Il a répété ce manège pendant 2 soirées consécutives. La lettre comportait 4 phrases d'introduction différentes. Chacune d'elles était barrée d'un simple trait de stylo horizontal. Il ne l'a jamais terminée. Félix a essayé de m'appeler à 2 reprises, dans les semaines qui ont suivi. Je n'ai répondu aucune des 2 fois. Il a laissé un message vocal de 90 secondes, dans lequel il a prononcé le mot « injuste » à 4 reprises. Le mot « désolé », lui, n'est apparu qu'une seule fois, tout à la fin.
Un peu comme une étiquette de prix, que quelqu'un aurait collée à la toute dernière minute. Je l'ai écouté une fois, je l'ai supprimé, et je n'ai pas enregistré son numéro. Il m'arrive parfois de penser à ce que mon père essayait d'écrire. Ce n'était sans doute rien qui aurait pu changer la date sur cette lettre de moralité. Rien qui aurait pu rendre à Cody ces 4 minutes passées dans l'eau. C'était peut-être quelque chose qui aurait permis à Rupert Winslow de se sentir un peu moins comme la personne décrite dans le dossier de la garde côtière. Je ne sais pas laquelle de ces raisons est la véritable cause de ces blocages. Je soupçonne d'ailleurs qu'il ne le sait pas lui-même. Cette lettre ne pourra jamais être terminée. Tout simplement parce que la seule version qui vaille la peine d'être écrite, devrait commencer par la vérité. Et cette vérité, elle, est déjà dûment documentée, enregistrée, et rattachée à 2 procédures distinctes, l'une réglementaire et l'autre civile. Elle n'a nullement besoin de ses aveux pour exister. Ça n'a d'ailleurs jamais été le cas. La trace écrite n'attend jamais la lettre d'excuse. Elle était déjà complète, bien avant même qu'il ne s'assoie pour prendre la plume. Nous sommes jeudi soir, maintenant. Petra dort de l'autre côté du couloir. Miles a laissé un dessin sur mon bureau, juste avant le dîner. Un bateau surmonté d'un grand soleil rond. 2 bonshommes allumettes sur le ponton. Un grand, et un plus petit. Le plus grand porte le nom, Cody, écrit en lettres majuscules qui penchent légèrement vers la droite. Le plus petit n'a pas de nom. Je pense que c'est peut-être Miles. Ou peut-être moi. Il l'a posé là sans la moindre explication, avant de retourner regarder la télévision. Et ce simple geste, à lui seul, forme une phrase parfaitement complète. Le dossier complet repose sur la gauche de mon bureau. Il est fermé, désormais. Chronologique, sourcé, et recoupé. Le registre des infractions d'abord. Puis, la lettre de moralité, portant la signature de Rupert. Ensuite, l'enregistrement de l'entreprise, accompagné de l'échéancier du contrat à 340 000 €. Puis, l'échange de courriels. Et enfin, le dépôt de plainte d'Ingrid. Chaque section est séparée par un onglet, et soigneusement numérotée. Chaque chose est exactement à sa place. La carte de sécurité plastifiée, elle, trône au sommet du dossier fermé. Elle est toujours pliée en 4. Exactement comme lorsqu'elle est sortie du sac en plastique. Exactement comme Cody l'avait pliée ce matin-là, avant de quitter la maison. À l'heure où toute cette histoire n'était encore qu'une blague, qu'il prévoyait de me raconter plus tard. Je la prends en main. Je la tiens de cette façon si particulière dont on tient les objets qui ont perdu leur fonction première. Ces objets dont le seul et unique rôle, désormais, est de vous rappeler pourquoi vous avez agi ainsi. Et de vous confirmer que cela en valait la peine. Il avait 16 ans. Il avait prévu de la lire sur l'eau, et d'en faire une blague. Il allait avoir son permis en octobre. Il avait mis 47 € de côté pour s'acheter un casque audio. Il avait toutes les raisons du monde d'être là le lendemain matin. Et il n'avait absolument aucune des raisons qui l'ont poussé sur ce bateau. J'ouvre le tiroir de mon bureau. Je dépose la carte à l'intérieur. Je referme le tiroir. J'éteins la lampe de bureau. De l'autre côté du couloir, à travers la porte de Petra, je peux l'entendre respirer. Un souffle régulier, et paisible. C'est le son d'une personne qui, ce soir, ne porte aucun fardeau. La lumière de Miles est déjà éteinte. Au bout du couloir, une fine ligne de lumière chaude filtre sous la porte de Lena. Je reste assis dans le noir pendant 1 minute. La lettre de mon père comporte 4 phrases inachevées. La mienne n'en a aucune. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit assis sur un porche, un dimanche à midi. Avec les documents étalés en ordre sur la rambarde. Et, de l'autre côté de la rue, une voisine avec un tuyau d'arrosage toujours ouvert, dont l'eau s'étalait lentement sur le trottoir. Certains hommes trouvent la justice dans les tribunaux. D'autres la trouvent dans les affrontements. Moi, j'ai trouvé la mienne là où je trouve absolument tout. Dans un document daté. Dans la signature qu'un homme appose sur un bout de papier, lorsqu'il est persuadé que les conséquences retomberont sur quelqu'un d'autre. Et dans ce registre officiel, qui se moque bien de vos intentions, et qui n'oublie jamais ce que vous avez signé. J'ai ouvert l'affaire. J'ai constitué le dossier. Je l'ai remis aux personnes dont c'est le métier d'agir en conséquence. Le tiroir est fermé. La lumière est éteinte. Au bout du couloir, Petra respire. Et moi,
je vais me coucher. Si cette histoire vous a marqué, vous êtes exactement le public pour lequel le coin Reddit a été créé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Chaque histoire, ici, commence par quelqu'un qui pensait que la trace écrite ne remonterait jamais jusqu'à lui. Et elle se termine toujours par la preuve irréfutable du contraire.